Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les fondements THEORIQUES de la politique d'intégration nationale et ETRANGERE du Brésil, 1920 à 1990, aux sources doctrinales de l'expansion territoriale SUDAMERICAINE du Brésil et de sa stratégie HORSZONE. Chapitre 1. Le professeur Everardo Adolfo Bacoser, 1879 à 1951, précurseur de la pensée géopolitique brésilienne, la théorie de l'expansion des frontières de l'école organiciste appliquée aux frontières politiques du Brésil. La frontière, organe périphérique de l'État, est le vecteur de sa croissance aussi bien que de sa consolidation. Lorsqu'un État se développe en direction de régions convoitées, il lui pousse pour ainsi dire des bras pourvus d'une vitalité plus grande que le reste de la périphérie. Ces bras sont reconnaissables à la forme du pays, à la répartition de leurs habitants et d'autres indices de puissance. La géographie des frontières n'est qu'un aspect de la géographie politique. Celle-ci s'entend elle-même de divers sens. Pour l'école allemande, la géographie politique est exclusivement la géographie des groupes politiques, ou plus strictement des États. Elle attribue un rôle essentiel au sol, qui détermine l'État. Nul besoin de rappeler les deux conceptions capitales du fondateur de la doctrine, les deux facteurs géographiques de l'État, la position, l'âge et l'étendue, Raum. Il en déduisait, prenant le résultat pour la cause, une notion particulière de la frontière, forme cartographique de l'État, dont les mouvements seuls en déterminent la décadence ou la grandeur. L'école française n'adopte ni cette théorie ni cette méthode. Éclose de l'œuvre de Vidal de la Blache, elle considère l'homme selon l'expression de son maître comme un facteur géographique, créateur conscient des groupements qu'il se contente d'adapter aux éléments naturels. Considération générale. Everardo Adolfo Bacoser est né à Niterói, banlieue de Rio de Janeiro au Brésil, le 23 mai 1879 de Gouveia Carlos Bacoser, commerçant de son état, et de Joaquina Eugenia de Gouveia Bacoser, et est mort dans l'état de Rio Janeiro le 10 octobre 1951. Il avait 72 ans. Il a obtenu son baccalauréat en 1896 au collège Pedro II, puis est entré à l'école polytechnique, 1897 à 1901. En 1899, il est admis au titre d'ingénieur géographe et obtint immédiatement le prix Gomes-Jardin, médaille d'or pour s'être classé parmi les deux majors. En 1901, il reçoit le grade d'ingénieur civil puis la même année, le titre de bacharel en sciences physiques et mathématiques. Il parvient en 1913 au grade de docteur en sciences physiques et naturelles. Il occupe plusieurs fonctions dont celle de professeur, de journaliste, de fonctionnaire, etc. À ce sujet, le major Octavio Tosta écrit « Les premières études systématiques de géopolitique au Brésil sont les cours que le professeur Everardo Bacoser a animés successivement à l'Instituto Rio Branco de 1944 à 1945, à l'Instituto Cultural Brasileiro de 1947 à 1948, puis en 1948 à l'Université catholique au sein de l'Institut de droit comparé, où il a créé la chaire de géopolitique. Toutefois, les premiers travaux de géopolitique du professeur Bacoser apparaissent en 1925, un an après la publication du premier livre 1924 de Karl Haushofer, La géopolitique de l'océan Pacifique. Son premier ouvrage, A Structura Politica do Brasil, reprenait les grandes idées de Rudolf Kielen. Après l'édition en 1926 de celui cité plus haut, suivirent d'autres ouvrages, Problemas do Brasil 1933, et Geopolitica Geral do Brasil 1952. C'est à ce titre que le major Octavio Tosta lui a dédié un article assez élogieux dans lequel il affirme que la contribution que le professeur Bacoser a apportée à la géopolitique est immense. Très brillant et doté d'une culture exceptionnelle et d'un esprit d'analyste et d'investigateur, il s'est efforcé avec méthodologie d'adapter la géopolitique à l'environnement brésilien en 1925. Par ses travaux, le Brésil se situe parmi les pionniers des investigateurs de la science de Rudolf Kielen. Dans le même ordre d'idées, le général Carlos de Mera Matos a reconnu la portée intellectuelle des concepts développés par Bacoser, en ce sens que
l'idée de Bacauser produira une politique de fortification des régions limitrophes du Brésil. Du fait que la frontière est considérée comme un épiderme étatique, les régions doivent être subordonnées au pouvoir central fédéral, et non à l'autorité régionale qui manifeste moins de sensibilité pour ces problèmes. En d'autres termes, la politique des frontières ne devrait pas être régionale mais fédérale. D'où la création des territoires fédéraux comme Amapá, Roraima, Rondônia, Fernando de Noronha, ainsi que Ponta Para et Iguaçu, voire Infra. Notre étude sur la pensée de Bacauser sera tirée de son livre Curso de Geopolítica Geral da Brasil et d'autres travaux connexes, en particulier, le livre du général Carlos de Mera Matos, Geopolítica e Teoria de Fronteiras do Brasil, Bibliex, 1990. 1. L'influence de la géopolitique du professeur R. Kiellen sur les théories géopolitiques d'Everardo Bacauser. Théorie générale de l'État et subdivision de la géopolitique. Théorie de l'État et des frontières, R. Kiellen, vue par E. Bacauser. 1. Théorie générale de l'État, forme et extension. La référence de Bacauser à Kiellen est non seulement constante, mais elle est empreinte de toutes ses théories concernant la gestion politico-administrative du territoire brésilien. De ce fait, la démarche de l'auteur s'inscrit dans une représentation organiciste de l'État. Pour Bacauser, l'État exerce en réalité plusieurs fonctions qui découlent des circonstances nationales et internationales. Le but recherché par l'auteur est de montrer la variation des frontières de l'État. Soit, il est puissant et peut conquérir d'autres espaces aux dépens d'États plus faibles, soit il est moins organisé et perd des espaces selon le concept de frontières vivantes, point sur lequel nous reviendrons. Ainsi, Bacauser fait sienne, sans l'évoquer, la notion d'État comme un organisme vivant. Dans une interview que le professeur colonel Roberto Machado de Oliveira Mafra, chef de la division des doctrines et d'études géopolitiques à l'École supérieure de guerre de Rio de Janeiro, nous a accordé, il précisait que Bacauser fut le pionnier de la géopolitique au Brésil. Compte tenu de ses origines germaniques, il fut fortement influencé par l'école allemande. L'époque n'avait pas favorisé une grande diffusion de ses publications, mais celle-ci avait néanmoins reçu un écho favorable dans les milieux politiques. Il ne faut pas oublier que Bacauser a publié dans la revue allemande de l'Institut géopolitique de Munich, Zeitschrift für Geopolitik, l'article intitulé Das politische Konglomerat brasilien. Si on s'en tient à l'État chez Kiellen, le maître à penser de notre auteur, selon Claude Raffestin, Kiellen, cherchant à redéfinir l'État en dehors du droit, définit un état de force et non un état de droit posé comme l'antithèse de la logique libérale selon laquelle l'individu a la liberté d'initiative et est le moteur du progrès commun, école possibiliste. Tout État a des buts et se donne les moyens pour les atteindre. Dans cette perspective, l'État est considéré comme un organisme vivant, doué de conscience, doté d'un but propre dont l'intérêt est supérieur à celui de l'individu et surtout n'ayant de compte à rendre qu'à sa force. École déterministe. Partant de ce principe, les experts de l'ESG de Rio de Janeiro vont dans une étude Geopolitica LS 12A79 définir la marge de manœuvre et la formation d'un État selon les critères suivants. Le territoire, bien organisé et vaste. Le peuple, discipliné et éduqué. L'économie, performant. Une société organisée. Un gouvernement, fort cherchant l'intérêt de la collectivité. En ce qui concerne le territoire, ces critères mettent en évidence la position, l'espace, l'accès à la mer ou à la biocéanité est une des constantes de cette étude, et la coopération de l'État avec ses voisins, dont il doit être le centre de gravité. De plus, selon les auteurs, pour qu'un État puisse détenir un pouvoir réel, objectif, il doit satisfaire 3 conditions. Un grand espace. Une liberté de manœuvre. Une cohésion interne. Ce qui suit adhère à l'école organiciste, bien que les auteurs s'en défendent après notre enquête sur le terrain. Reprenant à son compte les idées de Kiellen, Bacauser subdivise la politique en 5 parties selon les critères suivants. A. La géopolitique est l'étude des phénomènes politiques influencés par le sol ou par l'organisation du pays, Reich, ayant ses propres lois. La loi du recouvrement par l'État de ses propres forces comme pulsion vers le développement et l'expansion.
La loi d'existence des parties vitales de l'Empire et des artères de trafic. La loi d'individualisation géographique de l'Empire qui induit à définir un territoire naturel à l'intérieur et à atteindre des frontières naturelles à l'extérieur. La loi de besoin d'expansion vers les mers pour les États continentaux. La loi de la tendance à l'autarcie. Le territoire naturel étatique est celui qui permet d'atteindre l'autarcie. B. L'éco-politique est l'ensemble de l'organisation économique d'une nation selon les systèmes de vie sociale, économique lui convenant. C. La démopolitique s'articule autour de l'organisation politique de la masse humaine au sein d'une nation. D. La sociopolitique analyse la société du point de vue de ses répercussions politiques. E. La cratopolitique est l'ensemble des moyens dont dispose l'État pour sa souveraineté nationale et son expansion. Dans cette même perspective organiciste de l'État, dans Géographie politique, Friedrich Ratzel 1844-1904 décrit l'État comme un être vivant qui naît, atteint son plein développement puis se dégrade et meurt. L'État est l'organisme vivant rassemblant un peuple sur un sol, le caractère de l'État se nourrissant de ce peuple et de ce sol. Mais pour Ratzel, le peuple étant un ensemble politique de groupes différenciés qui ne sont liés ni par la race ni par la langue mais par le sol, la politique des nationalités qui aboutit à l'indépendance de l'État-nation fondée sur l'existence d'une communauté linguistique n'est pas acceptable. L'État ainsi défini par le sol a besoin pour vivre d'un espace, l'espace nourricier, le Lebensraum, l'espace vital. Pour le conquérir et le garder, l'État est en conflit avec les autres États. Ces conflits permettent de comprendre que les frontières sont fluctuantes historiquement et se modifient en fonction des rapports de puissance existants entre les acteurs étatiques. Pour Ratzel, l'expansionnisme étatique n'est pas totalement inéluctable. Il est le fruit d'une politique volontariste qui repose sur les idées religieuses et nationales ainsi que sur les représentations géographiques des populations. Mais, la nécessité d'avoir un sol nourricier fait que l'expansion relève d'une certaine logique, ce qui amène Ratzel à formuler ce qui lui semble être les 7 lois universelles de la croissance étatique. La croissance territoriale des États accompagne le développement de leur culture. Le territoire des États s'accroît en même temps que leur puissance idéologique ou économique. Les États s'étendent en annexant des entités politiques plus petites. La frontière est un organe vivant qui matérialise la puissance territoriale de l'État. L'expansion territoriale de l'État est une logique qui vise à absorber des régions vitales pour lui. L'État est porté à s'étendre lorsque ses voisins sont moins civilisés que lui. L'annexion des plus faibles est un effet cumulatif. Les annexions entraînent de nouvelles annexions. Le général Karl Haushofer, 1869-1946, principal disciple de Ratzel, va développer et vulgariser la théorie de son maître. Selon Haushofer, si les États faibles sont favorables au statu quo, les États puissants ont vocation à se développer et donc à s'étendre jusqu'à leur espace vital, c'est-à-dire l'espace qui leur est nécessaire pour vivre. Les frontières ne sont pas intangibles, elles sont l'enjeu d'un combat pour l'existence. L'Allemagne ne peut pas respecter les frontières qui lui ont été imposées par le traité de Versailles de 1919. L'Allemagne doit être une grande puissance. Il faut donc qu'elle réalise l'unité de tous les Allemands en rentrant dans ses frontières naturelles, c'est-à-dire dans les frontières qui doivent permettre aux Allemands de vivre et de se développer. L'Allemagne ainsi unifiée sera le pivot de l'Europe et aura pour vocation de dominer l'Afrique et le Moyen-Orient, son allié mondial étant le Japon qui a vocation à dominer l'Asie orientale et la Chine. Si la Russie renonçait au communisme, l'Allemagne pourrait l'autoriser à dominer l'Inde, l'Iran et une partie de l'Asie du Sud. Si la Russie ne veut pas renoncer au communisme, elle sera divisée en plusieurs États sous l'influence de l'Allemagne et du Japon pour sa partie asiatique. Ainsi l'Angleterre sera affaiblie, et les États-Unis pourront continuer d'exercer leur influence sur l'ensemble des Amériques. Pour Bakhauser, l'État est un outil de domination qui doit créer les conditions maximum pour assurer la sécurité de ses citoyens et satisfaire leurs besoins. Cette base géopolitique organiciste est le concept sur lequel il construira toute sa théorie de l'État adaptée à l'environnement géographique brésilien. Après avoir analysé les aspects généraux de l'État, l'auteur, dans ce qui précède,
définit les dimensions morphopolitiques du territoire. Face à la multiplicité des formes de l'État, Bacauser distingue 4 types principaux. Forme compacte France, Espagne, Brésil. Forme allongée Chili, Italie, Portugal. Forme raccordée Grèce, Canada, Norvège. Forme fragmentée Japon, Indonésie, Philippines, Royaume-Uni. Selon le général Carlos de Mera Matos, la forme du territoire influe sur l'organisation politico-administrative de la sécurité de l'État. La forme compacte convient au centralisme politique et administratif, et est favorable à la cohésion de l'État et aux échanges commerciaux. La France est l'exemple type en Europe. La forme allongée offre plus de vulnérabilité à la sécession en cas de conflit armé. La forme raccordée offre plus d'avantages et facilite les échanges à l'époque des grandes navigations. Sa sécurité est très complexe à cause de la multiplicité des points de vulnérabilité. La forme fragmentée, quand le territoire est maritime avec de nombreuses îles, offre une vulnérabilité militaire à cause de la dispersion des forces. Si le territoire est discontinu, il est générateur de territoires enclavés et source de problèmes politiques et administratifs parce que séparé du noyau géohistorique et central. Ainsi pour cet auteur, la discontinuité territoriale peut être une période d'expansion et de vitalité potentielle de l'État, cas de la Prusse et de l'Espagne, ou bien un déchirement des forces vives du pays, Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Or, la finalité du territoire du point de vue organiciste est de devenir un État qui se réalise à travers le peuple et dont le potentiel réside dans le sol. Cela est d'abord conçu comme une volonté en soi, destinée à devenir une puissance par la manifestation de cette volonté, qui ne se réalise volontairement qu'à travers sa croissance territoriale. Sa continuité historique réside dans la permanence du territoire et dans l'écoulement de son peuple. Cependant, l'État n'est pas simplement un territoire. Il a une vie en soi, et donc un but en soi. Sa personnalité réside dans la nation, elle est cette finalité. Or cette finalité, c'est-à-dire la nation, le peuple l'apprend à travers l'expérience qui consiste dans le travail orienté vers l'édification de cette même nation. Par là même, on comprend mieux la personnalité politique de la nation brésilienne qui s'est forgée à travers les siècles par la croissance de son territoire aux dépens de l'Amérique hispanique. Cette forme de croissance du territoire brésilien répond à la synergie des 5 facteurs précités déterminant la science de l'État: géopolitique, écopolitique, démopolitique, sociopolitique, cratopolitique. Ensuite, l'héritage d'expansion et des conquêtes d'espace par les Portugais s'est traduit en un code de conduite dans l'inconscient collectif politico-administratif du Brésil contemporain. Vu de la sorte, la politique sud-américaine du Brésil indépendant ne s'est pas détournée du principe d'expansion territoriale par la colonisation humaine, économique et industrielle dans les régions frontières de ses voisins, dans la perspective de satisfaire la nation pour son épanouissement collectif. 2. Finalité politique des écoles géopolitiques. Dans le second chapitre de son livre, le professeur Bacauser essaie de dégager tous les principes des grands courants de la pensée géopolitique et leur finalité politique. Il distingue 2 écoles, l'école déterministe, école allemande, et l'école possibiliste, école française. L'école déterministe. Pour ce courant de pensée, le milieu physique exerce une influence déterminante sur l'activité humaine. L'homme n'est que le produit de son milieu. Les activités économiques, l'environnement, le destin des hommes et de l'État sont le produit de la localisation, de l'altitude, des frontières et surtout de l'extension de l'espace territorial. Ainsi, les facteurs géographiques déterminent la politique de l'État qui doit faire usage de la violence pour survivre, grandir, stagner ou disparaître. Cette école considère l'État comme un être vivant. C'est un organisme vivant qui a les mêmes besoins qu'un être humain. Elle associe la géopolitique à la politique de puissance et vise la grandeur de l'État basée sur la projection externe et l'expansion. Elle estime que l'État a une destinée de dominateur ou de dominé. Pour atteindre les objectifs nationaux de son expansion, l'homme doit engager une lutte pour sa survie, celle de l'État et de son espace. Les grands fondateurs de cette école sont Ratzel, Kielen et Haushofer 46. L'école possibiliste ou française, dont le principal précurseur est Paul Vidal de la Blache, 1860 à 1918, outre les effets politiques de la liberté de l'homme,
Il n'admet pas l'État comme une entité politique organiciste, comme l'affirment les déterministes, mais comme une unité nationale et culturelle développant des activités économiques au service de la conscience collective des citoyens. Pour cette école, le milieu physique n'exerce aucune influence déterminante sur l'activité humaine. Toutefois, elle met au service de l'homme un certain nombre de possibilités, moyens, lui laissant la liberté de choix pour les objectifs et les actions que l'État doit mener, la nature propose et l'homme dispose. Enfin, cette école humaniste donne plus d'importance aux forces morales et spirituelles, telles que la liberté et le patriotisme. Cependant, elle n'explique pas de manière satisfaisante et concise le comportement national comme la systématisation des théories et des doctrines de l'école déterministe, qui cherche à éclairer la complexité des relations des forces physiques, culturelles et politiques. De manière générale, les écoles géopolitiques sont différenciées par l'importance relative accordée au terme de deux relations. Le phénomène humain par rapport au milieu géographique. Les capacités offertes par les mers, par rapport à celles des continents. À partir de ces deux écoles géopolitiques, Bakhauser analyse enfin les subdivisions de la géopolitique selon la méthode kielienne. Le système d'approche du professeur brésilien est basé sur les concepts de R. Kielen en acceptant l'État, comme un être vivant ou un organisme géographique. On aura la subdivision de la géopolitique en trois branches. Morphopolitique, physiopolitique, topopolitique. Le schéma de l'État, comme organisme vivant, se présente ainsi. Anatomique ou morphopolitique, ici l'État est vu comme un être vivant, et sa forme comme une figure apparente qui est basée sur l'équilibre dynamique de son évolution. La morphologie de l'État a des réactions humaines qui s'expriment algébriquement par le quotient de pression, sur lequel nous reviendrons. En d'autres termes, la morphopolitique est l'ensemble des influences des directives politiques en fonction de la forme et de l'extension du territoire qui s'énoncent dans cet ordre. Forme. Ligne périphérique, frontières terrestres, maritimes et aériennes. Extension du pays. Evolution des espaces politiques, occupation, valorisation, dilatation. Division territoriale interne. Centre de gravité, capitale. La population, quantité, densité et qualité. Croissance et migration interne et externe, langue, religion et culture. Distribution spatiale de la population. Système de transport et de communication. Physiopolitique, c'est l'ensemble des moyens dont dispose l'État pour sa politique d'expansion et de domination. Du point de vue géographique, ce sont des richesses naturelles, des produits stratégiques et un accès à la mer susceptible de promouvoir la puissance intérieure et extérieure de l'État. Topopolitique, c'est l'ensemble de l'organisation spatiale de l'État en fonction de la localisation du pays. Il y a là une ligne continue à l'expansion et à la domination de l'État chez Bakhauser. La morphologie de l'État, configuration externe de la puissance, détermine la physiologie de l'État, son fonctionnement et rayonnement intérieur et extérieur, en fonction de sa topographie, localisation, puissance continentale ou maritime, etc. Cela ne saurait éluder la fonction et l'expansion des frontières chez l'auteur. 3. Les facteurs périphériques du territoire, la fonction des frontières vue par Bakhauser. L'influence de la géopolitique dans la conception des frontières. Relever en quelques lignes les conceptions des frontières serait résumer en quelques points l'histoire de la carte monde. Jean Gottman désigne la frontière comme une ligne qui limite l'espace sur lequel s'étend une souveraineté nationale. Le long de la frontière, deux souverainetés entrent en contact et s'opposent. De part et d'autre de cette ligne tracée d'abord sur une carte, démarquée ensuite sur le terrain, les autorités ne sont pas les mêmes, les lois ne sont pas les mêmes, donc l'organisation des sociétés diffère. En effet, pour Hatzel, professeur de géographie politique, la frontière du point de vue militaire compte parmi les moyens de la puissance d'un État, dont la force et la faiblesse dépendent de la protection qu'elle lui apporte. D'autres moyens de puissance sont en rapport avec elle. La frontière est en langage militaire, non seulement une ligne de défense, mais simultanément un front offensif. Dans presque tous les cas, c'est même la conception qui va l'emporter, car la guerre a pour raison d'être d'avancer, de conquérir l'espace et cela n'est possible qu'en attaquant la frontière adverse, en la transgressant. Ainsi, l'attaquant réduit dans bien des cas le front sur lequel il pourrait se trouver lui-même attaqué.
Cette conception organiciste de l'État, du point de vue ratzellien, voit en la frontière un organe périphérique. Selon Ratzel, la frontière est la périphérie du domaine de l'État, de l'économie, de la population par laquelle a lieu le transfert par absorption ou éjection, de tous les tissus dont a besoin ou que rejette la vie d'un peuple et d'un État. Cette démarche nous fournit les éléments de réponse quant à l'influence de cette école allemande sur Bakhauser, qui est le premier à théoriser sur le renforcement des frontières du Brésil, voire infra. Cette représentation organiciste des frontières justifie le principe d'instabilité et de variation des frontières en fonction des intérêts politiques et des forces en présence. La frontière de Bakhauser obéit à 4 finalités politiques qui sont: distinguer le moi de toi, protéger le territoire national, l'isoler quand cela s'avère nécessaire, faciliter les échanges. Dans ce cas précis, l'auteur considère que la valeur d'une frontière est subordonnée à la valeur respective de l'État, c'est-à-dire à la vitalité de la nation, sa démographie, son organisation politique et culturelle, sa puissance militaire et industrielle. L'évolution des frontières et ses conséquences politiques. Plusieurs facteurs déterminent l'évolution politique des frontières. Ainsi, le général Lisias Rodrigues, citant Bakhauser, admet 3 phases de cette évolution. La conquête de l'espace, la défense de l'espace conquis, la valorisation de l'espace acquis. Pour Ratzel, la croissance spatiale se manifeste en tant que phénomène périphérique à travers l'extension des frontières. L'ancienne limite doit se voir transgressée par les vecteurs de la croissance. Plus ces vecteurs sont localisés à proximité de la frontière, plus ils interviennent aisément dans le processus de croissance, et plus la frontière s'étend, plus la croissance se fait sentir au niveau périphérique. Lorsqu'un État se développe en direction de régions convoitées, il lui pousse pour ainsi dire des bras, pourvus d'une vitalité plus grande que le reste de la périphérie. Les bras sont reconnaissables à la forme du pays, à la répartition de leurs habitants et à d'autres indices de puissance. L'exemple brésilien montre clairement l'axiome de Ratzel. Avec un espace politique de 2 800 000 km, le Brésil est devenu sous la phase républicaine à un espace politique de 8 500 000 km, grâce au talent de ses négociateurs Alexandre Gusmão et Rio Branco 58. Pour Carlos de Mera Matos, la vitalité d'un État se manifeste en particulier par la pression politique qu'il exerce aux frontières de ses voisins par le quotient de pression démographique, qui est exprimé sous la formule suivante. QP égale population de l'État A, population de l'État B. Cette formule exprime la vitalité politique, économique, démographique, culturelle et militaire d'un État avec une cohésion interne et qui exerce un pouvoir de domination sur ses voisins. À partir de la formule de pression démographique, Bakhauser relève une autre mobilité des frontières et de l'expansion de l'État due à la somme de la force vitale et de la force matérielle dont disposait l'État, exprimée par la formule suivante. P égale VF. P signifie la pression géopolitique latente sur la frontière, V est l'indice de vitalité de la nation, qui exprime la croissance de la population, l'activité commerciale et industrielle, le parc industriel, la richesse per capita et le pouvoir culturel qu'il exerce sur ses voisins. La force matérielle est la force matérielle à la disposition de l'État pour sa politique d'influence et d'expansion. Elle s'exprime en termes démographiques et en caractéristiques psychiques, organisation administrative, persévérance, capacité d'initiative et d'adaptation, etc., mais également en outils matériels indispensables à la guerre, c'est-à-dire tous les moyens génériques indispensables à la puissance d'un État, économique, culturel, diplomatique et militaire. La formule exprimée par la somme de vitalité et de pression a été appliquée en Amérique du Sud par le Brésil des géostratèges, 1964 à 1985, pour consolider la prééminence du pays dans le sous-continent, voir deuxième partie chapitre 2. En effet, cette loi de vitalité et de pression traduit la dynamique de la nation tant au plan national pour son intégration qu'à l'extérieur de ses frontières, et le Brésil des stratèges est l'exemple parfait de son application. Dès lors, pour Bakhauser, à partir de cette loi de pression géopolitique P égale VF, on peut se trouver en face d'une frontière vivante, d'une frontière ébauchée ou d'une frontière morte. Dans ce cas, on aura les hypothèses suivantes.
L'hypothèse 1 exprime la situation de deux États, A et B, ayant une frontière commune ébauchée ou morte, cas colonial. Le résultat prévisible à cette situation est une probabilité de moindre friction, d'où une meilleure stabilité des frontières. L'hypothèse 2 exprime la situation de deux États, C et D, qui maintiennent leurs frontières en situation de vitalité politique, économique et militaire. Le résultat prévisible est une forte possibilité de friction réelle ou préméditée, ce qui pourrait conduire à une dislocation des frontières en faveur du plus fort, militairement ou du plus habile, diplomatiquement. C'est le cas entre les empires ibériques, puis entre le Brésil et l'Argentine au profit des luso-brésiliens. L'hypothèse 3, l'État F avec un indice de vitalité supérieur maintient active la frontière commune en FF, sachant que l'État E n'a pas les moyens de dynamiser la sienne. Le résultat prévisible est une possibilité d'invasion ou d'annexion du territoire E, qui peut être pacifique, de bonne ou de mauvaise foi, par des moyens militaires. D'où l'idée de préméditation de l'État F. Le démembrement de la frontière de l'État E sera plus grand en rapport avec l'inégalité du niveau de vitalité commune entre les deux États. À ce niveau d'interprétation, l'historien Teixeira Soares établit une hiérarchisation des frontières du Brésil en fonction des régions économiques. Cette distinction des frontières est la suivante: frontières vivantes, frontières dormantes et frontières silencieuses. La frontière vivante du Brésil avec l'Uruguay et l'Argentine est animée d'intenses activités économiques et sociales, et de sensibilité politique et militaire. En revanche, la frontière avec la République de Guyane est une frontière silencieuse tandis que celle avec le Suriname et la Guyane française est une frontière dormante. La frontière avec la Bolivie est la plus intense des frontières du Brésil. Elle présente les pôles de développement économique suivants: Porto Velho, Guararamirim, São Luís de Caceres et Corumbá. Après avoir révélé la loi de pression géopolitique des frontières de l'État, due à la vitalité de celui-ci, Bakhozeur met en lumière la fonction politique de cette loi selon les représentations suivantes. Loi de volonté, force. La localisation d'une frontière est un acte de volonté entre deux États en contestation ou antagonistes. Loi d'équilibre dynamique en vertu des pressions réciproques. La frontière ne peut être stable sans l'expression d'un équilibre résultant des actions simultanées exercées par les États en contestation. Loi de friction. La bande frontière est toujours une zone d'attraction, friction entre les États en confrontation. Loi de pression. La pression qui s'exerce à une frontière est fonction de la vitalité relative des États en confrontation et des rapports de force en présence. Cette loi se traduit par l'équation P égale VF. Ce processus d'identification de la loi de pression géopolitique va amener le professeur à justifier les conquêtes du Brésil, les variations des frontières et la politique de consolidation des territoires fédéraux frontaliers. 2. La variation des frontières du Brésil vue par Bakhozeur, la politique d'expansion territoriale. De la période coloniale à la période monarchique des frontières du Brésil. 1. La politique de distension des frontières du Brésil. Il n'est pas de notre devoir dans ce paragraphe de faire l'inventaire des frontières du Brésil. D'autres voix plus autorisées que la nôtre ont déjà débattu de cette question. Notre approche dans ces différentes analyses est de mieux cerner l'idée que se fait le professeur Bakhozeur de l'évolution des frontières de son pays sous l'angle de la géopolitique. De ce fait, pour l'auteur, l'évolution des frontières terrestres d'une nation pacifique et sans prétention impérialiste comme le Brésil a porté sur deux mouvements: la fixation par voie des bornes ou des limites et le démembrement dû à des pressions politiques. Par ailleurs, Bakhozeur constate que les frontières du Brésil ont connu quatre phases d'évolution politique qui sont les suivantes. Période coloniale, forte distanciação da fronteira, forte distension des frontières. Période monarchique, regularização, régularisation ou légalisation du statu quo. Période républicaine, culminant avec l'action du baron de Rio Branco. Fixação e demarcação, fixation et démarcation. Période actuelle, vivificação, consolidation des frontières ou politique de peuplement. Déjà la plus grande préoccupation de la politique étrangère de l'Empire du Brésil, puis du Brésil entre le XVIIIe et le début du XXe siècle, a été l'occupation effective des frontières et de leur consolidation. En effet,
l'Amérique latine était composée de six confédérations dont on peut distinguer successivement. Premièrement, la Confédération de Prata intégrant dans l'actuelle République d'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et le sud de la Bolivie. Deuxièmement, la Confédération du Pacifique constituée par le massif bolivien, le Chili, le Pérou et le sud de l'Équateur ainsi que Guayaquil. Troisièmement, la Confédération de la Colombie formée par la Colombie, le Venezuela et une partie de l'Équateur. Quatrièmement, la Confédération brésilienne avec l'actuel territoire du Brésil plus une portion du nord de la Bolivie, le secteur oriental de l'Équateur et quelques districts du sud du Venezuela et les Guyanes. Cinquièmement, la Confédération des Antilles composée de l'Amérique centrale et des Antilles. Sixièmement, la Confédération mexicaine. De tous ces empires d'Amérique du Sud, seul le Brésil a gardé son caractère permanent et son unité politique à travers les régimes politiques qu'il a connus, du stade colonial à la période républicaine. Cette période de distension, selon l'expression de Bacauser, fut marquée par la phase d'expansion territoriale du Brésil lorsqu'il fut découvert par les Portugais à la fin du XVe siècle. À cet effet, un différend a opposé les deux couronnes ibériques quant à la mise en valeur du Nouveau Monde. Car si le traité de Saragosse 1529 délimitait le partage des terres entre les deux puissances ibériques aux confins de l'Asie et du Pacifique, celui de Tordesillas 1494 définissait la part du Nouveau Monde qui revenait à chaque stratégie frontalière à la fois maritime et terrestre chez les deux rivaux, l'Espagne et le Portugal. Puis, tout comme les découvertes de Christophe Colomb avaient amené le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia d'origine espagnole, par la bulle interne Intercoetra 1493, a accordé à l'Espagne le monopole des terres découvertes et à découvrir situées dans la mer Océane à partir de 100 lieues à l'ouest des Açores et du Cap-Vert. Une âpre contestation du Portugal lui permit de reporter la ligne méridienne de 100 à 370 lieues et de S', attribuer ainsi le Brésil à l'est. De manière officielle, le Brésil a été découvert en 1500 par Álvarez Cabral avec un espace territorial de 2 800 000 km situé entre le méridien passant par Belém de Pará au nord et Laguna dans l'état de Santa Catarina au sud. Tordesillas créa une Amérique portugaise, avec un unique héritier spatio-politique, la République fédérative du Brésil, et l'Amérique espagnole, qui après les indépendances se transforma en plusieurs États. Dans ce qu'il conviendrait d'appeler le premier partage, l'Espagne pour sa part s'attribuait tout le reste du continent, avec les points forts des Caraïbes, du Mexique et du Pérou. À partir de Lima, en relation avec Séville par l'isthme panaméen, progressait l'administration espagnole pour le contrôle des deux immenses réseaux fluviaux du continent, le bassin de l'Amazone et le bassin de la Plata. Si le premier traité permit à l'Espagne de se tailler la part du lion dans ce nouveau monde, le deuxième partage colonial entre l'Amérique espagnole et l'Amérique portugaise fut effectué au XVIIIe siècle. Les traités de Madrid 1750, du Pardo 1761 et de San Ildefonso 1777 définirent une nouvelle ligne de partage en tenant compte des nouveaux rapports de force établis sur le terrain. En effet, profitant de la faiblesse ou de l'inexistence de l'occupation espagnole sur de nombreux territoires attribués par le traité de Tordesillas, les colons brésiliens, les bandes errantes, avaient établi leur contrôle sur le plateau central continental à partir de la bourgade de Sao Paulo et cherchaient à s'emparer des deux grands bassins fluviaux, l'Amazone et la Plata, et à contrôler leurs embouchures respectives. Ensuite, le traité de Madrid annula le traité Pardo, 1761, mais cela ne fit pas cesser les hostilités entre les deux empires. L'Espagne et le Portugal se disputaient toujours à propos de l'occupation des aires de la côte du Rio Grande do Sul et de l'île de Santa Catarina. Cependant, c'est en 1777 avec le traité de San Ildefonso que l'Espagne rendit l'île de Santa Catarina au Brésil et reçut en échange le territoire des Missiones et la colonie de Sacramento. Par conséquent, on doit la politique de distension des frontières du Brésil au principal négociateur portugais Alexandre Gusmão, portugais né au Brésil, qui justifia d'ailleurs les nouvelles annexions lusitaniennes par le principe de l'occupation effective des terres. L'avancée des colons brésiliens se trouvait donc entérinée par le droit international selon la théorie de l'uti possedis. C'est-à-dire que par l'usage effectif du territoire,
les Portugais réussirent à faire connaître leur droit d'être les propriétaires légaux des espaces conquis. Donc au milieu du XIXe siècle, se posèrent des problèmes autour de la délimitation des frontières du Sud. L'annexion de l'Uruguay par le Brésil comme une province cisplatine entre 1821 et 1828, la guerre avec Juan Manuel Rosa, dictateur argentin de 1851 à 1852, et la guerre de la Triple Alliance avec le Paraguay, 1864 à 1870, marquèrent un tournant politique dans la régularisation des frontières sud du Brésil face à ses voisins hispano-américains. 2. La politique de régularisation des frontières du Brésil, 1822 à 1889. Avec les indépendances des anciennes colonies espagnoles, l'Argentine voulut créer une alliance de l'ancienne vice-royauté de La Plata pour contrer l'expansion brésilienne. Ainsi, des guerres se sont succédées dans la région entre 1864 et 1870. En effet, pour le général Meira Matos, au XIXe siècle, après l'indépendance 1822 et durant la période monarchique et républicaine, cet espace s'est caractérisé essentiellement par des négociations diplomatiques visant la consolidation des frontières. Les conflits militaires au sud, les opérations dans le territoire du Rio Grande, l'intervention en Uruguay, la guerre contre Rosa et la guerre de la Triple Alliance ne sont que le résultat des antagonismes politiques insurmontables par voie diplomatique, que d'un mouvement visant l'expansion des frontières, 72 du Brésil. Cette intervention armée du Brésil en alliance avec l'Argentine et l'Uruguay contre le Paraguay dans l'espace de La Plata fut la dernière intervention militaire d'envergure du Brésil. Par ailleurs, une fois vaincu, le Paraguay fut dépecé, les Argentins annexant le territoire tropical de Mission et fixant de ce fait leur frontière avec le Brésil, une frontière au milieu d'espaces forestiers encore vides, il y a 2 décennies, mais désormais modifiée par les poussées des colons brésiliens venus de Santa Catarina et du Rio Grande do Sul, et par les initiatives d'équipement hydroélectrique du Paraná, barrage d'Itaipu. Une frontière politique certes sans litige, mais en voie de transgression par les avancées pionnières brésiliennes dans Mission, qui se double au nord d'une capture de l'Est paraguayen par les mêmes. Cela dit, pour Meira Matos, la régulation de la bande de frontières terrestres visera à l'établissement des normes de son occupation, le passage et l'exploitation économique, tout en préservant nos intérêts nationaux et la défense de notre souveraineté. Dans le même ordre d'idées, la première fois que le Brésil reconnut la législation du statut juridique de la bande de frontières, ce fut à travers la loi numéro 601 du 18 septembre 1850, par laquelle l'empereur Pedro II établit une zone de 10 lieues, 66 km des limites de l'Empire avec ses voisins d'où seront créées des colonies militaires. La Constitution de la République en 1891 maintient la bande de 66 km sous le pouvoir de l'Union. La Constitution de 1934 maintient la bande de frontières de 66 km sous la responsabilité du gouvernement fédéral. La Constitution de 1937 amplifie cette bande à 150 km, maintenant sous la juridiction fédérale les 66 km antérieurement établis. La Constitution de 1946 transfère la délimitation de la bande de frontières à la loi ordinaire, et la loi numéro 2597 du 12 septembre 1955 consolide la bande de 150 km comme indispensable à la défense du pays. En résumé, la politique de régularisation des limites des frontières développée sous l'Empire se résume en 2 principaux instruments politiques. La commission de démarcation établie en accord avec nos voisins, l'établissement des colonies militaires à travers la construction de forts et de fortins. C'est en 1840 que surgit la première colonie militaire Dom Pedro II, et le programme de développement de la bande de frontières qui tente à inciter au développement de la politique des municipalités frontalières avec l'appui du gouvernement fédéral. La politique de consolidation des frontières du Brésil. 1. La politique de fixation et de démarcation des frontières du Brésil, 1889. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, toutes les questions des limites et des frontières du Brésil ont été aplanies grâce au talent diplomatique de José Maria da Silva Paranhos Jr., Rio de Branco. En effet, après le règlement des litiges frontaliers du Sud entre 1864 et 1870, ceux des frontières du Nord, Guyane,
se sont posées au Brésil, en particulier avec la France à propos de la Guyane française par le traité d'Utrecht, 1713 à 1715. En 1713, le représentant portugais consent à obtenir des gouvernements français et espagnols les limites du Portugal dans l'extrême nord et au sud du Brésil. Puis, en 1900 sous l'arbitrage du président Walter Hauser, suisse, le gouvernement français accepte comme limite de la Guyane le fleuve Japoc, Orénoque. Néanmoins, la Guyane française reste toujours une préoccupation politique chez les Brésiliens. En effet, le général de l'armée de l'air Lísias Rodrigues, analysant le processus des frontières conquises par le Brésil, regrette qu'une seule frontière soit ouverte en Amérique du Sud, celle avec la Guyane française. Pour cela, il propose que le Brésil achète la Guyane française. Lors de notre entretien avec le colonel professeur Roberto Machado Mafra de Oliveira, chef de la division des études des recherches et des doctrines à l'École supérieure de guerre de Rio de Janeiro, celui-ci nous disait en substance que la Guyane française est la seule frontière qui constitue une plaie sur notre dos et nous ne savons pas comment la soigner, nous serons très fiers de les accueillir s'ils demandent leur indépendance à la France. Cette position témoigne de l'état d'esprit de certains Brésiliens sur cet espace politique, même si cette vision n'est pas officielle. Par ailleurs, c'est au XIXe siècle que les Anglais s'établissent en Guyana, et achètent aux Hollandais et Vénézuéliens un espace pour former la République de Guyana. Cela dit, les deux Guyanes, hollandaises et anglaises, deviennent indépendantes, Guyana anglaise en 1961 et le Suriname hollandais en 1975. Il faut reconnaître que, de nos jours, le Brésil ne nourrit aucune revendication territoriale sur ces deux pays indépendants. En ce qui concerne le centre-ouest brésilien, le territoire bolivien de l'Acre fut cédé au Brésil moyennant une somme de 2 millions de livres sterling et la construction d'une voie ferrée pour écouler la production de l'Amazonie bolivienne vers l'Atlantique, plus quelques corrections frontalières. En 1903, le traité de Pétropolis consacra cette ultime annexion du territoire au Brésil. Cette série sera complétée par un accord avec le Pérou en 1909, qui établit les limites entre les deux pays, garantissant au Brésil la souveraineté sur Alto Jurna et Alto Purus. Pour Manuel Correia de Andrade, le Brésil a su délimiter ses frontières, en transformant ses frontières ébauchées en frontières vivantes quand on sait les influences et les échanges entre les pays frontaliers. On observe à Amapá la grande attraction que représente la Guyane française avec ses meilleures conditions de vie et de travail. À la frontière entre le Venezuela et la Colombie, on observe un peuplement brésilien incité par l'implantation du projet Cala Norte, Gouttière du Nord, qui est l'effort que le gouvernement a fourni au peuplement et au développement à son immense frontière nord de 6500 km face aux 5 pays limitrophes, Guyane française, Suriname, République de Guyana, Venezuela et Colombie. Aux frontières péruviennes et boliviennes, on observe une grande pénétration brésilienne dans les départements limitrophes et frontaliers, avec une migration des seringueiros, manipulateurs de caoutchouc, d'Amazonie et de l'Acre pour les projets agro-industriels. Au Paraguay, on observe une pénétration brésilienne avec une grande activité commerciale et industrielle par l'acquisition de terres et l'implantation de grandes entreprises, ce qui reflète bien la pression géopolitique des frontières du Brésil sur ses voisins, P = VF, ainsi que la 4e loi de pression qu'exerce le Brésil par la vitalité de ses frontières dans ses rapports de force avec ses voisins. Finalement, en Argentine et en Uruguay, il y a une grande diffusion de la langue et de la culture brésilienne dans les régions frontalières en plus des échanges économiques. Cette intégration politique du territoire sera complétée par une intégration économique, le Mercosur. 2. La politique de consolidation des frontières du Brésil. Cette phase représente la période de peuplement des espaces conquis. Le professeur Ebacoser écrit qu'. Indubitablement notre premier objectif de valorisation doit être un peuplement productif, l'exploitation des sols, le développement des nucléos, noyaux industriels et la distribution des populations en intensifiant des voies de communication terrestres et fluviales destinées au transport de marchandises. Notre objectif primordial est de reproduire au XXe siècle l'instrument moderne et glorieux des bandes errantes en réalisant notre marche vers l'ouest pour occuper notre intérieur. Pour cette raison, la vivification des frontières doit être la conséquence finale de notre marche vers l'ouest. Le géopoliticien tient ces propos.
Dans notre livre Problemas do Brasil de 1933, sous le sous-titre Géopolitique, j'ai présenté les 3 problèmes géopolitiques de notre patrie. Le grand espace du Brésil, la localisation de sa capitale et la division territoriale du pays selon le principe d'equipotencia, équilibre. À propos de théorie equipotencia, le général d'armée de l'air Lísias Rodrigues justifie que le prisme de l'équipotencia vise 64 unités politiques, groupées en 16 États et 6 territoires fédéraux. Ce projet a l'immense avantage de combattre efficacement le régionalisme, en complément des États et territoires fédérés actuels, en créant de nouveaux États fédérés plus équilibrés et plus faciles à administrer. À ce sujet, le général Lísias Rodrigues poursuit son analyse en insistant sur la division politique du territoire comme objectif primordial par le maintien de la consolidation de l'unité politique nationale. Par conséquent, il ne pourrait y avoir de régionalisme particulier, seule l'unité politique prime. À propos de la localisation de la capitale à l'intérieur, il rappelle que le problème géopolitique de la redivision politique du territoire est lié au transfert de la capitale fédérale à l'intérieur. Cette position centrale à l'intérieur du pays, c'est-à-dire au cœur du pays, sera l'expression de notre sécurité contre les menaces de guerre et des envahisseurs. Du point de vue stratégique, le général Rodrigues fait remarquer que les forces aériennes brésiliennes garantiront la défense de nos côtes maritimes et de nos frontières terrestres contre les incursions aériennes des ennemis. Cette fois, les militaires défendront la capitale à l'intérieur. Dans le même ordre d'idées mais du point de vue économique, tout en rendant hommage à José Bonifacio, l'un des bâtisseurs de l'unité et du transfert de la capitale, le général constate que le transfert de la capitale à l'intérieur du pays permettra l'essor d'une économie nationale plus équilibrée et une meilleure distribution de la production et de la richesse. Autrement dit, pour Bakhouzer, l'avantage de cette fédération des frontières, c'est qu'elle sera complètement sous l'autorité du gouvernement de l'Union et de l'état-major des forces armées. Ensuite, la fédération développera et valorisera la présence humaine aux frontières vivantes de nos voisins. Toutefois, il considère que la création de divers territoires frontaliers permettra de former un espace géopolitique pour la cristallisation et la revitalisation de nos frontières. La politique de vivification a été initiée par le chancelier Otávio Mangabeira. La création des territoires fédéraux a été le fait de Getúlio Vargas qui mérite notre respect ainsi que l'état-major des forces armées. En résumé, la pensée géopolitique de Everardo Bakhouzer est essentiellement fondée sur la théorie de l'école organiciste qui est le reflet de la politique de puissance et d'expansion de l'État. En adaptant cette école allemande à l'environnement politico-spatial brésilien, le professeur a fait sienne les lois de vitalité et de pression de l'État, c'est-à-dire la cohérence entre la loi de pression démographique, complétée par la loi de pression géopolitique, P = VF. L'application de ces doctrines géopolitiques a débouché sur la création des territoires fédéraux aux frontières jugées stratégiques au Brésil de Vargas et au transfert de la capitale fédérale au cœur de l'État sous la présidence de Kubitschek. Enfin, entre 1964 et 1985, l'expansion globale du Brésil dans la zone sud-américaine a été la politique prônée par les géostratèges afin d'affermir le leadership brésilien. QP = POP, de l'État A, POP, de l'État B. Chapitre 2. Maréchal Mário Travassos, 1891 à 1978, de la politique de contrôle du Heartland bolivien, à la politique de communication des routes géostratégiques et géoéconomiques de l'Atlantique Sud, aux sources stratégiques de l'expansion continentale du Brésil. Considération générale. Si le professeur géopoliticien Everardo Bakhouzer est considéré comme le précurseur de la pensée géopolitique au Brésil, il n'en demeure pas moins que le stratège brésilien Mário Travassos est à notre humble avis le premier théoricien de la politique d'expansion continentale du Brésil. Le capitaine Mário Travassos participe à la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés, au sein de la force expéditionnaire brésilienne en Italie. Puis, en 1952 devenu officier de réserve, il passe au grade de maréchal. Ainsi, de manière générale, les idées du maréchal Travassos se trouvent développées dans 2 ouvrages qui forment l'ossature de la pensée géopolitique contemporaine brésilienne,
Mario Travassos, capitaine. Projet Sao Continental do Brasil, Editora Nacional, São Paulo, 1935. Ce livre est fondamental pour les études sur la pensée géopolitique contemporaine du Brésil et de sa politique étrangère d'influence sud-américaine. L'auteur analyse tous les problèmes de communication et de transport, puis de l'expansion politico-diplomatique et économique du Brésil dans les pays méditerranéens, Bolivie et Paraguay. Aussi, observe-t-il du point de vue géopolitique, l'antagonisme entre les nations du littoral est-ouest et celles des bassins de l'Amazonie et de la Plata, espace de friction entre les deux puissances du cône sud, le Brésil et l'Argentine. D'autre part, il exprime sa préoccupation de l'expansion argentine en Bolivie et dans l'espace de la Plata, dont il suggère de réduire l'influence diplomatique par une politique brésilienne des communications et des transports, afin de vertébrer le continent par la liaison Atlantique-Pacifique, Santos Corumba-Santa Cruz Cochabamba-Arica. D'où, le concept du Brésil longitudinal, c'est-à-dire le développement de l'axe Est-Ouest. Enfin, pour la projection continentale du Brésil, le capitaine Travassos suggère le contrôle politique et diplomatique du triangle magique bolivien, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Sucre, considéré comme l'Heartland du continent sud-américain, lieu de convergence des grands pactes régionaux, de la Plata, d'Amazonie et Andin. Or, l'influence du Brésil sur ce pivot continental suppose une présence active dans le Mato Grosso pour sa double appartenance géopolitique amazonienne et platine. Introdução à Geografia das Comunicações Brasileiras, José Olímpio Editora, RJ 1942. Cette introduction à la géographie des communications brésiliennes illustre chez le colonel Mario Travassos la nécessité pour le Brésil de réaliser son intégration nationale et par conséquent sa projection régionale par le développement d'une politique continentale de communication ferroviaire, aérienne et terrestre. De ce fait, c'est ici que prend naissance l'idée du corridor de exportação, corridor d'exportation, c'est-à-dire le libre accès aux ports brésiliens Santos, Paranaguá et Rio Grande, aux produits des pays enclavés tels que le Paraguay et la Bolivie. Ainsi, il suggère la construction de ports profonds, principalement dans le Rio Grande do Sul, avec pour objectif de dominer l'Atlantique Sud. Ce qui permettra au Brésil de contrôler les mers et les bassins du Sud, puis de détenir le monopole des exportations et des importations au détriment de son rival argentin. Cette théorie géopolitique a pour objectif la conquête du leadership du Brésil dans l'espace de la Plata et de l'Amazonie. 1. De l'antagonisme et des jeux d'influence sur les zones géopolitiques, Atlantique, Pacifique et les bassins de l'Amazonie et de la Plata, entre le Brésil et l'Argentine, des stratégies pour réduire l'influence de l'Argentine. De l'antagonisme sur les espaces géopolitiques Atlantique-Pacifique et les bassins de l'Amazonie et de la Plata. 1. Les deux antagonismes en présence. Dans le cadre du processus politique et économique sud-américain, l'auteur part du constat de l'antagonisme géographique entre l'océan Atlantique vers le Pacifique et l'Amazone vers la Plata. Ce premier constat chez Travassos est caractérisé par l'opposition de deux océans qui couvrent la masse sud-américaine, en direction longitudinale par l'épine dorsale de la cordillère des Andes. À travers cet antagonisme, l'Atlantique déploie le rôle de pôle dominant car est l'axe de civilisation occidentale et par excellence, la voie de communication entre le Nouveau et le Vieux Monde. Le Pacifique, avec son littoral inhospitalier, est une mer solitaire en marge des grands axes de communication maritime et une voie de contact avec l'Asie orientale. Cela dit, pour Mario Travassos, cet antagonisme se manifeste également sous plusieurs angles, impliquant le continent dans toute sa dimension à travers l'opposition des deux versants continentaux de l'Atlantique et du Pacifique, puis concernant directement le versant atlantique, l'opposition des deux grands bassins de l'Amazone et de la Plata. Donc, ce premier antagonisme sud-américain montre l'importance de la cordillère des Andes comme point de séparation des deux océans Atlantique et Pacifique. Ainsi l'auteur constate qu'à l'ouest le Pacifique, océan solitaire, borde toute la région et qu'à l'est, l'Atlantique est l'océan le plus fréquenté du globe. Un autre point de cet antagonisme est économique. Le versant atlantique est un vaste bassin hydraulique dont le plateau continental poissonneux possède des ressources inépuisables. De plus,
Il est en contact avec les plus grandes civilisations du monde par ses voies de communication maritimes, alors que le versant pacifique est un littoral inhospitalier et pauvre en voies de communication maritime, dont l'accès est entravé par la barrière de la cordillère des Andes. Il ne fait aucun doute que nous sommes ici en présence d'un antagonisme bien caractérisé, si, depuis les sommets des Andes, nous considérons les versants et les océans qui les enserrent. 2. L'antagonisme de l'Amazone vers le Rio de la Plata. Si nous examinons le second de ces antagonismes, on constate qu'il n'est pas moins évident que le premier. Avec l'Amazone au nord et le Rio de la Plata au sud, nous avons là deux très longs fleuves qui s'opposent systématiquement. Le plus grand débit d'eau du premier s'écoule en général en direction du nord, les eaux du second coulent vers le sud. Ces fleuves ne prennent une direction générale vers l'est que dans leur cours inférieur. C'est la raison pour laquelle ils parcourent des régions dont les climats et les productions sont très différents. L'Amazone reçoit le long de son cours des affluents au nord et au sud de l'équateur, tandis que le Rio de la Plata, bien que d'un cours moins long, possède un bassin étendu presque entièrement placé au sud du tropique du Capricorne. L'Amazone se jette dans l'océan à l'extrémité nord-est du littoral du Grand Versant, à la latitude de l'équateur en vue d'atteindre le grand courant de navigation maritime le plus important de l'Atlantique Sud. Le Rio de la Plata, lui, se jette bien plus bas que le tropique du Capricorne, face aux lignes de navigation secondaires de ce même océan. On peut donc conclure que, outre les complications particulières dues aux circonstances qui la définissent, cette opposition aggrave ce que la séparation des Talweg par les contreforts andins a créé. Les réactions du versant atlantique sur celui du Pacifique vont s'exercer à travers deux ensembles qui s'opposent également. C'est grâce à ces deux ensembles que le versant du Pacifique va pouvoir neutraliser ses insuffisances ou plutôt les insuffisances de son littoral, absence du milieu, et de l'océan lui-même qui le baigne, trafic maritime régional. De ces causes, deux autres aspects essentiels peuvent se traduire du fait de la compétition dans le développement des voies de circulation des deux bassins atlantiques, et même pour les régions au-delà de la cordillère des Andes 96. 3. L'antagonisme de l'Amazone vers la Plata. Ce deuxième antagonisme est le lieu où s'entrechoquent les intérêts stratégiques du Brésil et de l'Argentine. Cette opposition résulte de la confluence des grands systèmes fluviaux de l'Amazone et de la Plata, au cœur de l'altiplano bolivien qui oscille en direction du Brésil et de l'Argentine en termes de suprématie continentale. De fait, la maîtrise de cet antagonisme du système amazonien et platine aura un rôle clé et décisif dans la politique continentale. C'est dire que l'intérêt géopolitique et géostratégique de cette zone de friction est la région charnière composée du triangle stratégique bolivien, Cochabamba avec son influence andine, Sucre avec son influence platine et Santa Cruz avec son influence amazonienne. Cet espace forme le centre d'intérêt économique et politico-diplomatique de l'Amérique du Sud, voir les cartes 1 et 1 bis. À cet effet, Tobias Kampmann, dans un travail préparatoire de recherche à l'Institut d'études politiques de Toulouse, constate que l'influence sur ce pivot entre les deux bassins exige un affermissement de la présence brésilienne dans le Mato Grosso, considéré par Travassos comme l'État membre le plus important du point de vue géopolitique. Car le Mato Grosso est une partie du bassin de la Plata, qui facilite une prédominance brésilienne dans ce bassin. Ainsi, cette double expansion du Brésil entraîne ce constat. Le Brésil a une présence active tout au long de l'Amazone et une présence active au cœur du continent, où la Bolivie et le Paraguay doivent être soustraits à l'influence économique et diplomatique de l'Argentine. Carte 1 et 1 bis, conception géopolitique le triangle bolivien, de Travassos et Golbery. Source, César José Marini La Crisis en El Cono sur SE, 1984 pages en annexe. Par ailleurs dans cette considération géopolitique, le capitaine Mario Travassos estime que les frontières terrestres du Brésil avec les États hispano-américains sont vivantes. La frontière du Brésil platine et du Brésil amazonien est plus ou moins morte. Ce faisant, Mario Travassos pense que le Brésil platine et le Brésil amazonien offrent deux cas de figure et manifestent par leur position géographique l'expression de l'influence continentale du Brésil. C'est dire que pour le capitaine Travassos, la Bolivie est un centre d'intérêt géopolitique, du fait que ce pays est à la rencontre de deux bassins, amazonien et de la Plata. Dès lors, il fait l'analyse suivante.
la Bolivie est dans une situation délicate. Amarrée géopolitiquement à la cordillère des Andes, elle souffre directement des effets des discordances entre le Chili et le Pérou, soumis aux influences du bassin amazonien et de la Plata, et oscille entre l'Argentine et le Brésil. De plus, fidèle à son analyse, l'auteur fait observer que l'oscillation entre les deux forces politico-économiques représentées par les bassins de l'Amazone et de la Plata traduit cet intérêt international. Ces bassins ont des intérêts de toutes sortes liés aux influences des deux grandes nations du continent. C'est donc dire que l'influence ou le contrôle sur l'altiplano bolivien pourrait être décisif dans le jeu de puissance continentale entre le Brésil et l'Argentine. En accord avec la formule de Mackinder sur l'Eurasie ou Heartland, la localisation du planalto bolivien considéré par le stratège comme l'Heartland sud-américain constitue la pierre angulaire de la pensée géopolitique de Travassos. Selon l'auteur, le territoire bolivien peut être considéré comme le centre géographique du continent sud-américain par sa position centrale. Elle abrite le système andin, simultanément, les influences politico-économiques d'Amazonie et de la Plata qui représentent la masse continentale. C'est donc le contrôle du triangle stratégique formé par Cochabamba, Santa Cruz et Sucre qui règle le problème de l'antagonisme Amazone-Plata, et le jeu d'influence continentale, dont il souhaite qu'il soit en faveur du Brésil. En fin de compte, le contrôle des estuaires de l'Amazone et de la Plata ont toujours été au centre des divergences politiques et diplomatiques depuis la découverte du Nouveau Monde entre les deux empires ibériques, le Portugal et l'Espagne entre le XVe et le XVIIe siècle. Puis, héritant de ce conflit de frontières naturelles continentales, les deux États indépendants, le Brésil et l'Argentine, vont manifester entre le XIXe et le début du XXe siècle un pouvoir d'attraction diplomatique sur la Bolivie et le Paraguay, dans une perspective de stratégie globale pour influencer la politique continentale. Les enjeux de la politique de communication platine, des stratégies et tactiques pour réduire l'influence argentine. 1. Projection des politiques de communication argentine dans la zone de la Plata. La politique argentine des communications est l'expression de l'étendue internationale du réseau ferroviaire argentin et sa répercussion directe sur le versant du Pacifique et indirecte sur le bassin amazonien. Le réseau de communication de la Plata est une des preuves les plus éclairantes de ce que peut devenir l'homme en tant qu'acteur de première grandeur dans le domaine géographique. De même, c'est la preuve parfaite de la flexibilité de la géographie politique comme superstructure de l'anthropogéographie, de l'éventail de ses variations, depuis la plus rationnelle des hypothèses jusqu'au phénomène le plus déraisonnable. Dans les cas particuliers des communications de la Plata, les routes se concentrent ainsi au cœur même de Buenos Aires et s'étendent vers le littoral. Une fois réalisées, ces voies honoreront grandement la nation argentine pour la portée de ses investissements nationaux, malgré l'importance de la coopération étrangère. En effet, le système politique argentin est sur notre continent l'exemple le plus évident de ce qui est considéré comme meilleur du point de vue dogmatique sur ce sujet. Tout ceci se comprend et s'entend quand on se rend compte de l'aspect expansionniste de la politique des communications de la Plata, vu que l'état des communications, tant donné le caractère économique des sociétés modernes, est significatif en tant qu'indication sûre de l'orientation et de la stabilité dans un sens politique déterminé. Le schéma qui matérialise l'effort ferroviaire de l'Argentine donne de lui-même une idée de l'importance économique et politique du système de communication argentin. Il laisse percevoir dans toute sa manifestation le caractère concentrique du système, comme l'indique dès maintenant le degré de son incidence sur les réseaux circonvoisins. Cette appréhension chez l'auteur est la projection du système de communication ferroviaire développé par l'Argentine, qui met en contact direct Buenos Aires et les capitales de trois pays clés, Asunción, Paraguay, Santiago, Chili, et La Paz, Bolivie. Par cette liaison argentine, pour Travassos, le danger viendrait de l'axe Buenos Aires-La Paz pour son implication géopolitique continentale. À ce sujet, l'auteur constate: quant à la répercussion du système sur les réseaux routiers de ses circonvoisins, c'est un aspect qui mérite une attention spéciale. Les liaisons Buenos Aires-Santiago et Buenos Aires-Asunción ont une répercussion qui ne va pas au-delà des limites naturelles.
En revanche, la liaison Buenos Aires-La Paz a des conséquences directes sur l'économie continentale. Cette situation est due au double jeu d'influence politique de l'Argentine. En outre, parmi les faits importants, il y a l'intérêt économico-politique de la liaison Buenos Aires-La Paz. Cet axe de communication a de manière indirecte multiplié les contacts du versant atlantique avec le versant pacifique. De plus, Buenos Aires est directement relié par voie ferrée à Asunción, puis par une voie fluviale qui fera la liaison entre les réseaux argentins-uruguayens Concordia-Salto et Santiago-Valparaíso-Chili, au moyen du chemin de fer qui doit transporter la richesse andine vers l'océan Atlantique. Vu sous cet angle, le système de communication platine est en faveur de l'Argentine. 2. Répercussions sur le Pacifique et l'Amazone. En effet, le caractère continental de la liaison ferroviaire Buenos Aires-La Paz révèle une importance politico-diplomatique et économique de l'expansion de l'Argentine dans la région de La Plata. Selon l'expression du capitaine Travassos, cette expansion se présente sous un double aspect. Premièrement, c'est la multiplication des contacts avec le Pacifique. La liaison avec le port de Valparaíso, Chili, s'est diversifiée avec les ports de Antofagasta, Mérillón, Arica, Chili et de Molendo, Pérou. En analysant le caractère indirect de cette liaison, on ne peut nier sa répercussion continentale. Il suffit de considérer l'intérêt politique de la voie de communication Antofagasta et Arica, La Paz. Deuxièmement, il ressort que la liaison Buenos Aires-La Paz est plus active que son prolongement à Cusco. Ces chemins de fer représentent face aux vallées de Mamoré, Beni et Madre de Dios, Amazonie, une barrière économique décisive en faveur de La Plata. Ainsi, les liaisons Buenos Aires-La Paz et Buenos Aires-Santiago ont de manière indirecte multiplié les contacts du versant atlantique avec le Pacifique et du versant atlantique avec l'Amazonie. Dès lors, cette influence politique et économique de l'Argentine dans l'espace de La Plata et de l'Amazonie par son réseau ferroviaire doit changer au profit du Brésil dans l'esprit de Mario Travassos. De ce fait, le Brésil, par sa position géographique et par la mixité de ses régions naturelles platines et amazoniennes, devrait faciliter sa projection diplomatique et continentale. Et cette action politique du Brésil réduirait l'influence de l'Argentine sur la Bolivie et le Paraguay. En somme, si on s'en tient au premier cas suscité, c'est-à-dire la domination argentine du système de communication platine, celle-ci est en faveur de l'Argentine. Elle est l'expression de la domination de l'axe nord-sud sur l'axe est-ouest, au détriment du Brésil. Autrement dit, dans la vision continentale du Brésil de Travassos, il faut freiner la tentative de projection continentale de l'Argentine, en opposant à l'axe nord-sud de la politique de communication platine de l'Argentine l'axe est-ouest du Brésil, à travers la capacité de réaction de l'Amazonie mise en valeur et l'action neutralisante du bassin de La Plata, en humanisant le Brésil platine. Dans ce cas, il s'agit pour le Brésil de surpasser les défis imposés par la nature géographique de l'Amazonie pour sa mise en valeur à travers une politique de communication qui matérialise le pouvoir centripète d'Amazonie brésilienne avec les pays andins et le littoral pacifique sud-américain, traités amazoniens et les routes amazoniennes. Dans le cas du Brésil platine, au contraire, il est nécessaire de développer à travers des moyens artificiels et une conjonction d'actions neutralisantes, la position argentine sur les pays méditerranéens, Bolivie et Paraguay, en implantant un système de transport destiné à renforcer l'épine dorsale du Brésil platine en direction du sud-est qui est formé par l'axe Sao Paulo-Rio Grande. Le pouvoir de cette épine dorsale se fera au moyen de construction d'un réseau de communication ferroviaire et routière qui connectera les pays platins, Bolivie, Paraguay et Uruguay, au port de l'Atlantique brésilien, Santos, Paranagua, São Francisco, Porto Alegre et Rio Grande. Cette vision géopolitique tente à rétablir la prédominance du Brésil dans le bassin de La Plata, par la substitution de l'axe nord-sud du système platine argentin à l'axe stratégique brésilien est-ouest formé par les routes géostratégiques de l'Atlantique sud brésilien voire infra. 2. Les intérêts politiques et diplomatiques de la projection continentale du Brésil. La continentalité des régions naturelles du Brésil et ses intérêts politico-stratégiques. 1. Les implications politico-stratégiques des régions naturelles du Brésil.
Dans sa conférence prononcée le 8 juin 1953, qui avait pour thème « A conjuntura nacional, factor geographicos, aspecto geopoliticos », le général Travassos a développé sa théorie des régions géonaturelles du Brésil, qui ont des incidences politico-économiques et stratégiques tant sur le plan continental qu'extracontinental. D'où, nous aurons l'articulation selon le schéma suivant. La région du centre-ouest Mato Grosso et Goiás comprend la région sud São Paulo, Paraná, Santa Catarina et Rio Grande do Sul, et la région nord Guaporé, Acre, Amazonas, Rio Branco, Pará et Amapá, est à même de recevoir et de servir la totalité de l'espace continental andin-pacifique en direction de l'Atlantique. La région Est, méridionale et septentrionale Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro et le district fédéral, établit une articulation du littoral, de la région du Sud avec la région Nord-Est. La région Nord-Est, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco et Alagoas, elle joue le rôle de région charnière en relation avec les régions Nord et Centre-Ouest. La région Est étant le sommet des entrechocs continentaux et extracontinentaux. Ainsi, à partir de l'analyse de la division régionale du Brésil, Mário Travassos essaiera de faire une représentation cartographique des sous-espaces ayant des incidences géopolitiques et géostratégiques continentales selon les principes suivants. Le subespace du Sud qui se compose de deux subespaces géographiques. Premièrement, délimité par le parallèle de Belo Horizonte au nord, et par Paranaguá inclus au sud. Le second est compris entre le parallèle de Paranaguá exclu, et la limite entre Santa Catarina et Rio Grande do Sul. De fait, ce premier subespace couvre les régions essentielles des territoires du Paraguay et de la Bolivie, anxieux pour leur accès à la mer. Ainsi, pour créer le lien entre les forces continentales et maritimes, les ports d'importation et d'exportation de Santos et de Paranaguá ont été créés. En somme, la zone d'influence du port de Santos couvre tout le sud de Minas, une partie du territoire de São Paulo, le sud du Mato Grosso avec une répercussion sur le plateau bolivien et le territoire du Paraguay. Par ailleurs, le port de Paranaguá a perdu du terrain au profit du port de Santos. C'est ici que la politique des corridors d'exportation des années 70 prend toute sa logique géopolitique, voire infra. Le second subespace à l'intérieur de cet espace se manifeste une indécision entre la capacité d'un libre accès à la mer et la communication pour le nord, Pará-São Paulo, et pour le sud Rio Grande. En fin de compte, ce subespace géographique est spécialisé dans les petits cabotages des ports périphériques de São Francisco et de Santa Catarina. Ainsi, en examinant ce subespace, on peut le classifier comme un subespace de transition qui oscille entre le premier subespace du Sud et le subespace de l'extrême Sud. Le subespace d'extrême Sud, ce subespace couvre tout le territoire de Rio Grande et le littoral qui s'étend de Torras inclus, à Barra do Chuí, Uruguay. Cet espace offre des conditions plus favorables aux influences maritimes. D'où l'existence des ports d'importation et d'exportation de Rio Grande et de Porto Alegre et du port de Pelota. À l'intérieur de cet espace, à l'extrême méridional du pays, il existe une complexité du point de vue continental. Il en est de même de son espace littoral, où il existe également une complexité du point de vue maritime, à cause des sollicitations indirectes de l'embouchure de Prata par l'extension de sa frontière avec l'Uruguay et l'Argentine. Toutefois, ces deux espaces sud et d'extrême sud ont une importance d'intérêt stratégique et politico-militaire car ils ont été l'objet de très grandes rivalités, frontières vivantes pendant la colonisation, jusqu'à l'indépendance entre les deux couronnes ibériques, Portugal-Espagne puis de leurs héritiers, Brésil et Argentine. Et aujourd'hui, ces espaces sont l'objet d'une politique de peuplement et de jeu d'influence politico-diplomatique et économique, dans une espérance d'influence globale, maritime et continentale du Brésil. Les subespaces du Nord comprennent deux subespaces géographiques. Le premier subespace compris entre Vale do Rio Doce et São Francisco, est le symbole géographique de liaison directe et économique entre la mer et les mines de Morro Velho et le port de Salvador. Salvador est un port périphérique et un port d'escale de navigation marchande. Ce n'est pas un port d'importation et d'exportation, comme les grands ports du champ d'action économique du Sud,
néanmoins il est considéré comme un port stratégique du point de vue militaire et naval. Le second subespace 2, délimité par São Francisco et Tocantins, situé entre la côte et le Massif central, comprend 2 ports périphériques les plus importants du pays. Recife pour la navigation maritime et Natal pour la navigation aérienne à cause de l'Atlantique. Le sous-espace d'extrême nord, ce subespace comprend l'Amazonie avec tout le territoire des États de Pará et d'Amazonas ainsi que le territoire de Acre. En effet, ce subespace contient 3 zones distinctes. La région entre Araguaia incluse et Madeira excluse. La région de l'ouest du méridien de Manaus, qui s'étend du plateau amazonien au versant oriental des Andes et au bassin d'Orénoque. Le versant nord du bas-fond Amazonas relié au système de Guyana. Ainsi, comme on le constate, l'objet de la première zone contient l'axe de pénétration des subespaces du nord, Tocantins et São Francisco. Les 2 autres sont des aires de couverture. L'espace d'extrême nord est en relation avec la Bolivie, le Pérou, la Colombie, l'Équateur et le Venezuela. Enfin, l'identité géopolitique des zones du sud et de l'extrême sud traduit chez Mario Travassos l'importance économique dans la politique globale de communication et des transports du Brésil. Après l'esquisse des sous-espaces et leur mode de fonctionnement géopolitique, le colonel Mario Travassos observe une autre identité géopolitique dite zone géomilitaire brésilienne selon le schéma suivant. Une zone géomilitaire du sud comprenant les États de São Paulo, l'actuel Mato Grosso du sud, Santa Catarina et Rio Grande du sud. Une zone géographique septentrionale de l'Est, composée de l'État de Minas Gerais qui de par sa nature particulière, répond aux agressions extra-continentales. Une zone géomilitaire qui regroupe le nord et l'ouest du pays, située entre Santarém et Manaus et qui est le de gravité de la région. Une zone géomilitaire de réserve, en Minas Gerais, comme renfort d'autres zones militaires. Une zone militaire comprenant l'actuel État de Rio de Janeiro et Espírito Santo. Cette répartition géostratégique des régions brésiliennes, présentée par le colonel Mario Travassos, sera reprise sous d'autres représentations par le général Golbery de Couto e Silva dans son célèbre livre « Geopolítica do Brasil » 1967. 2. La conquête de l'espace stratégique bolivien par la consolidation du Brésil platine et amazonien, stratégie d'expansion brésilienne. Le Brésil de la Plata et celui de l'Amazone nous offrent 2 exemples profondément différents. Ils sont dans une telle situation géographique qu'ils constituent, avec le littoral atlantique qui nous intéresse, l'expression même de l'influence continentale du Brésil. Le Brésil de la Plata nous donne un exemple frappant des actions neutralisantes qui s'exercent sur le pouvoir concentrique des bassins hydrographiques. On le sait, le Rio de la Plata possède 3 de ses principaux affluents dont les cours supérieurs sont en territoire brésilien. Ce sont l'Uruguay, le Paraná et le Paraguay qui naissent sur le territoire brésilien. De plus, 3 des principaux affluents de la rive orientale du Paraná proviennent de contreforts occidentaux de la Serra del Mar. Ce renforcement répond par lui-même aux tendances centrifuges qui menacent le bassin de la Plata. En premier lieu, c'est la situation défavorable de l'embouchure du Rio de la Plata, laquelle, pour une simple question de latitude, devient secondaire, notamment par rapport aux ports de Santos et de San Francisco. Après l'emprise argentine sur la Plata, les pays méditerranéens, Paraguay et Bolivie, aimeraient disposer de nouvelles voies pour atteindre l'Atlantique. Enfin, les liaisons ferroviaires brésiliennes, malgré les hésitations de la politique de communication routière et les nombreuses causes de désintégration, deviennent de plus en plus importantes dans l'économie du pays. Le bassin amazonien, à l'inverse de celui de la Plata, est le vrai cas typique des bassins hydrographiques, lesquels sont capables de caractériser une région. Sa sphère d'influence prend des proportions considérables, non seulement du fait de l'étendue du territoire qu'elle embrasse, mais aussi par la diversité des conditions géographiques qu'elle renferme. Pour le sud, par le Rio Madeira, elle atteint le cœur du haut plateau bolivien avec les 3 principaux affluents de ce fleuve qui sont le Mamoré, le Beni et le Madre de Dios. Il faut se souvenir que ces 2 derniers peuvent transmettre des influences de caractère transandin, puisque leurs vallées sont proches du col de Santa Rosa. Il revient au Brésil de prendre conscience de son extraordinaire réalité géographique.
le Brésil dispose du cours de l'Amazone qui est moyen d'amener dignement le dénouement de tout le drame économique qu'on prépare dans les coulisses du superbe théâtre amazonien. Quant à la Bolivie, les conditions géographiques du haut plateau bolivien traduisent bien toute l'instabilité politique qui naît du territoire du pays. En fait, la Bolivie est liée au territoire du Pacifique par la contexture andine de la partie occidentale de son territoire et dans sa partie orientale et centrale, elle est brutalement dissociée par la répulsion des deux bassins de la Plata et de l'Amazone. La contrainte politique qui marque la vie de la nation bolivienne est évidente, car elle est obligée de se tourner vers l'Occident parce qu'amputée par la guerre du Pacifique, alors que d'autres revendiquent la richesse économique de son prestigieux territoire si bien défini par le triangle Sucre-Cochabamba-Santa Cruz de la Sierra 114. Pour le capitaine Mario Travassos, le plateau bolivien a une importance économique et une répercussion continentale, du point de vue diplomatique, mais aussi sur la politique de communication platine. Toutefois, dans ce centre de pouvoir sud-américain, Santa Cruz de la Sierra représente le carrefour du centre du continent. C'est dire que du point de vue géopolitique, l'axe de puissance et d'équilibre du pouvoir sud-américain se définira, selon le stratège brésilien, par l'oscillation du fameux triangle Cochabamba. Influence andine, Sucre, influence platine et Santa Cruz, influence amazonienne. Voir carte 3 et 3 bis supra. Donc, pour dominer et maîtriser ce pôle de convergence cité plus haut, Travassos propose deux solutions. D'abord, neutraliser l'influence platine de la politique ferroviaire de l'Argentine, Buenos Aires-La Paz, qui a un caractère continental du point de vue diplomatique et économique. Ensuite, permettre aux pays méditerranéens, Bolivie et Paraguay, un libre accès à l'Atlantique Sud. En somme, pour parvenir à cette fin politique, l'auteur préconise les principes suivants. Développer les voies de communication ferroviaire brésilienne et maritime, dont le Brésil platine pourrait être l'épine dorsale. Cette liaison ferroviaire avec le littoral, São Paulo Santos Ponta Grossa Paranagua, Porta da União São Francisco, Santa Maria Porto Alegre, São Gabriel Rio Grande, pourrait empêcher l'influence platine de Buenos Aires d'exercer librement une action politique sur le territoire brésilien et sur les bassins d'Uruguay, du Paraná et du Paraguay. Il propose entre autres de consolider les liens entre São Paulo et Rio Grande, en augmentant son rendement, puis de relier l'océan à Paraná en prolongeant les lignes voies de Ponta Grossa au port de Guaira et du port d'União à l'embouchure de Iguaçu. Enfin, consolider le nord-est. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.